Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado Fauteur Radio. Je me présente Anaïs Durocher, étudiante en deuxième année et je suis accompagnée de... Moi, c'est Maj et je suis également en deuxième année en droit. En collaboration avec l'Association étudiante au droit de la famille, nous avons le plaisir de recevoir Maître Geneviève Gratton, notaire et directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, et Maître Mila François, avocate au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Bienvenue. Merci. Merci. Maître Geneviève Gratton, permettez-moi de vous présenter, notaire et médiatrice familiale, directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Maître Geneviève Gratton a terminé sa licence en droit civil de l'Université d'Ottawa en 2001. Elle est également bachelière en administration, gestion des personnes de l'Université du Québec en Outaouais. C'est en 2017 de l'Université de Montréal qu'elle obtient son diplôme de droit notarial et son permis d'exercice de la Chambre des notaires du Québec en 2008. Passionnée par les modes alternatifs de règlement des différends, Maître Gratton a obtenu l'accréditation de médiateur familial en 2012. Son implication communautaire l'a menée vers la direction générale du Centre de justice de proximité de l'Outaouais en 2020, où elle œuvre auprès d'une équipe engagée à offrir l'accès à la justice au plus de gens possible de notre région. Donc maintenant, je vais vous présenter Maître Mila François, avocate familiariste et médiatrice familiale en cours d'accréditation. Donc Maître Mila François a terminé un baccalauréat en sciences sociales, spécialisation en études des conflits et droits humains de l'Université d'Ottawa, une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa en 2014 et obtient son permis d'exercice en 2018 après avoir occupé des postes en intervention sociale, notamment dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Son parcours l'a mené à concentrer sa pratique et son intérêt pour le droit familial. Et depuis 2022, Maître François occupe un poste d'avocate au sein de l'équipe du CJPO où elle offre de l'information et des services juridiques principalement sur les questions liées au droit familial et dirige avec une intervenante sociale, une clinique mobile en violence conjugale visant à offrir de l'information juridique en droit familial aux femmes qui en sont victimes. Donc, dans le cadre de la Journée québécoise de la médiation, donc aujourd'hui 5 février, soit la journée qu'on va publier l'épisode, on démystifie la médiation familiale, ce que ça emporte comme enjeu, ce que ça l'amène notamment aux familles, mais aussi le rôle des juristes dans tout ce processus. Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour répondre à nos questions. C'est un plaisir. Merci de nous avoir invités. Maître Gratton, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander si vous pouvez nous expliquer vos parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médiatrice accréditée? Bien, ça a débuté pendant ma licence en droit civil à l'Université d'Ottawa. J'ai fait le cours en médiation plutôt que le tribunal-école. À l'époque, on avait l'option de choisir l'un ou l'autre. À mon sens, la médiation a toujours été la voie à prendre pour régler un conflit. C'était pas une alternative moins intéressante, c'était la solution. Le législateur m'a d'ailleurs donné raison près de 15 ans plus tard dans le libellé de l'introduction du Code de procédure civile, puisqu'il faut maintenant envisager la médiation comme point de départ au règlement des différends. Mais je ne me reconnais pas nécessairement vraiment une responsabilité dans le changement du libellé. Mais quand même. Bref, j'ai fait des études en administration, gestion de personnes, comme vous l'avez mentionné, après la licence en droit, mais je n'avais pas abandonné l'idée d'être médiatrice. Néanmoins, pour être médiateur familial accrédité, je devais être membre soit du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires, de l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation, ou de l'Ordre des psychologues, ou de l'Ordre des professionnels des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Bref, il fallait que je fasse partie d'un ordre professionnel. Donc, pour moi qui avais déjà fait ma licence en droit civil, le notariat me semblait beaucoup plus en phase avec l'approche de la médiation,
D'ailleurs, on appelle souvent les notaires les juristes de l'entente. Pendant quelques années, l'Université d'Ottawa n'a pas donné la licence, le diplôme de droit notarial, donc l'ancêtre de la maîtrise en droit notarial. Je l'ai donc fait à l'Université de Montréal en 2006, mon notariat. Je devais ensuite pratiquer pendant 3 ans avant de pouvoir faire le cours de formation de base de 60 heures en médiation familiale. Puis, pendant 2 ans qui ont suivi, j'ai fait au moins 10 mandats supervisés par un médiateur accrédité ayant lui-même complété 40 médiations. Je dois vous avouer que pendant toutes ces années, avant de devenir médiatrice, ça m'a donné la maturité nécessaire et l'expérience de vie qui me permettait de me sentir solide de rencontrer des parents ou des ex-conjoints qui vivaient des moments difficiles et les amener à trouver la façon dont ils vivaient les années qui suivraient la séparation. Au moment où j'ai commencé à faire des médiations, j'étais déjà maman de 2 enfants. Je pouvais faire preuve de davantage d'empathie parce que j'étais en mesure de comprendre l'effort demandé. Cela dit, je vous rassure, c'est pas un prérequis pour faire de la médiation d'avoir des enfants. Mais c'est sûr que ça peut aider de un peu comprendre aussi les personnes qui doivent traverser par là, j'imagine. Ça nous permet de nous mettre à la place de l'autre. Oui, oui. Puis pour vous, Maître François? Bon, ben moi, de mon côté, je suis une petite novice, je suis une petite recrue, donc j'ai pas l'expérience de Geneviève, de Maître Gratton ici, mais quand même, comme vous l'avez présenté au début, vous avez fait une belle présentation. Donc, j'ai commencé avec mes études en études des conflits et droits humains, avec une mineure d'études des femmes. Puis ensuite, je me suis lancée en droit civil. Entre-temps, j'ai travaillé, comme vous l'avez mentionné plus tôt, j'ai travaillé dans des organisations communautaires, particulièrement avec les femmes, donc particulièrement au service des femmes, et particulièrement avec les femmes victimes de violences conjugales. Puis, c'est en fait ce qui m'a porté à, je dirais, me diriger vers le droit familial parce qu'on peut comprendre ici qu'avec les femmes victimes de violences conjugales, la principale problématique ici, c'était souvent des questions qui touchaient le droit familial. Donc, c'est ce qui m'a apporté à peut-être me diriger vers le droit. Et puis, par la suite, en pratiquant le droit, en étant avocate, j'ai compris, un peu comme Geneviève l'a mentionné, j'ai compris que la médiation était peut-être une option qui était plus envisageable pour certains couples. Donc, c'est ce qui m'a porté à commencer la formation. Donc, je ne suis pas encore médiatrice, je suis en cours d'accréditation, mais j'ai donc commencé la formation de base qui va me permettre éventuellement d'être une médiatrice comme Geneviève. J'ajouterais, Mila a vraiment mentionné un point important. La médiation, c'est bon pour la plupart des couples, mais il y a certains cas où c'est pas recommandé, comme en cas de violence conjugale. Exactement. OK. Ouais. OK. Oui. Donc, évidemment, étant donné la dynamique entre les partenaires, on évite ou on ne recommande pas la médiation familiale, bien qu'elle soit tout à fait envisageable. Donc, si les deux parties comprennent la dynamique qu'ils pourraient avoir, comprennent le type de contrôle qu'ils pourraient avoir lors des séances, on peut les accepter, mais ce n'est pas recommandé. OK, donc est-ce qu'il y a d'autres modes de règlement des différends? Normalement, c'est plus conseillé d'aller... la méthode traditionnelle. Oui, si bien sûr les parties sont prêts à aller dans ça. Là. OK, OK. Cela dit, je l'ai déjà fait en contexte de violence conjugale. Et ce qui est important, c'est de s'assurer de garder l'équilibre. Okay. Donc, le médiateur va avoir un rôle beaucoup plus actif. Mais je vous dirais que c'est vraiment pas tous les médiateurs qui sont à l'aise de le faire. Et je ne serais pas moi-même à l'aise de le faire dans tous les cas. Et j'imagine comment c'est difficile parfois d'accepter, de vivre cette situation-là, surtout comme médiateur ou médiatrice. Fait que c'est vraiment... on comprend très bien comment c'est difficile. Passons à la deuxième question. Oui, bien, ma question pour vous maintenant, c'est en contexte de médiation familiale, c'est quoi le rôle du médiateur?
Bien, le rôle de médiateur familial est en fait d'aider les ex-conjoints. On parle ici d'ex-conjoints mariés ou pas mariés, avec ou sans enfants, à trouver une entente sur les questions familiales lors d'une séparation. Donc, on parle ici de partage des biens, garde d'enfants, pension alimentaire. Donc, tout ce qui touche la séparation et les questions post-séparation peuvent être traitées lors d'une médiation. Et le médiateur ici, son rôle, c'est de guider la discussion, de trouver des solutions qui pourraient justement trouver un compromis et qui va... un compromis qui est juste pour les parties, pour les deux parties. Donc, son rôle, en fait, est de modérer la médiation en facilitant les conversations, à négocier aussi, à porter des négociations, les décisions du couple qui se sépare. Le médiateur familial doit être accrédité pour jouer ce rôle, évidemment, on l'a compris ici. Donc, il y a une formation qui doit être complétée par le médiateur familial. Cette personne-là peut être membre d'une profession, doit être membre d'une profession juridique plutôt, ou d'autres professions, on va les voir un peu plus tard. Puis, elle doit évidemment être neutre et impartiale. Donc, un médiateur reste toujours neutre, toujours impartial, ne prend jamais la partie d'un partenaire ou d'un autre, ne donne jamais l'avantage à un partenaire ou un autre, et que ce soit durant la médiation ou après la médiation. OK. J'aimerais ajouter que le médiateur doit être créatif. Donc, la médiation permet aussi beaucoup de créativité, ce qu'on ne se permettrait pas autrement. Donc, trouver des solutions qui ne seraient pas décidées d'emblée, en autant que ce n'est pas contraire à l'ordre public. On peut créer des horaires qui n'existent pas par ailleurs. Là, on n'est pas obligé de s'en tenir au une semaine, 2-5-2-5 ou 2-5-5-2 ou 2-2-3. Mais on peut être beaucoup plus créatif dans un espace de médiation. D'ailleurs, lorsque je faisais de la médiation familiale, avant d'être directrice au centre, je disais aux parents qu'ils étaient là pour se bâtir ensemble les paramètres de leur rôle de parents pour les années à venir. Parce qu'on peut se séparer d'un ou d'une conjointe, mais ça ne met pas fin à notre rôle de parents. Leur rappeler qu'ils auraient à communiquer ensemble de nombreuses années et qu'ils avaient le pouvoir de déterminer comment ils le feraient. Ça leur permettait de mettre de côté leurs conflits pour trouver des solutions et travailler ensemble avec mon soutien. Bien, ça mène à la question, c'est quoi la médiation? Comment ça se différencie-t-elle d'un processus judiciaire traditionnel en droit de la famille? Maître Gratton. En fait, je crois que c'est Maître François qui prendra la parole, qui expliquera bien mieux que moi avec sa fraîche mémoire. Bien, en fait, il y a quand même une distinction assez significative à faire entre la médiation et la procédure judiciaire en droit familial. Donc, évidemment, en médiation, c'est un règlement à l'amiable. Donc, c'est un processus qui reste toujours volontaire. Donc, c'est jamais forcé. Si une des parties ne veut pas aller en médiation, malheureusement, il n'y aura pas de médiation. Et même si les deux parties vont en médiation et que finalement, ils n'arrivent pas à s'entendre ou il n'y a pas d'entente, on ne peut pas conclure à une entente, ça s'arrête là, on passe à autre chose. Malheureusement, ça va être les procédures judiciaires. Donc, ça reste toujours volontaire, puis c'est un processus aussi collaboratif des parties. Donc, on demande la collaboration des parties, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les procédures judiciaires. Les discussions en médiation familiale restent toujours confidentielles. Évidemment, il y a des exceptions, mais en principe, le principe est que les discussions, tant pendant la médiation, pendant les séances de médiation, qu'après les séances de médiation, doivent rester confidentielles. Donc, on ne peut pas se servir de ce qui a été discuté en médiation dans les procédures judiciaires si, par exemple, ça ne fonctionnait pas. On ne peut pas l'aborder du tout. Non, là. non. À moins que les deux parties ont convenu qu'ils acceptaient. Mais sinon, en principe, on ne peut pas. Ça reste confidentiel. En médiation aussi, les parties, donc les ex, si on veut,
jouent un rôle beaucoup plus actif. Donc, on va leur poser des questions, on va leur demander leur avis, on va leur demander des solutions, puis on va prendre en considération ces solutions-là. S'il y a entente, donc si on est capable de s'entendre entre ex, l'entente peut être homologuée, donc on peut aller la déposer au palais de justice pour lui donner un effet juridique. C'est beaucoup plus rapide, donc la médiation en temps normal est beaucoup plus rapide et donc on parle ici de quelques séances de médiation. Puis évidemment, c'est beaucoup moins coûteux, donc il n'y a pas les frais d'avocat, il n'y a pas les frais honoraires d'avocat. Et évidemment, de manière générale, on favorise ici la communication. Alors que le processus judiciaire, lui, c'est tout le contraire. Donc, la procédure en soi est beaucoup plus formelle que la médiation qui est informelle. C'est géré par des avocats et des juges, alors qu'en médiation, comme on l'a dit, c'est géré par les parties et le médiateur qui lui reste neutre. Ça se fait bien que les débats soient faits en huis clos parce qu'on parle ici du droit familial. Donc, en principe, monsieur, madame, tout le monde ne pourrait pas assister à une audience en droit familial. Ça, c'est pas possible, comme on pourrait en droit pénal, par exemple. Ouais. En droit familial, c'est pas possible. Par contre, les décisions, elles, peuvent être publiques, ce qui n'est pas le cas en médiation. Hein. Donc, c'est la différence ici. Les décisions qui sont prises et sont imposées, les décisions qui sont prises, sont imposées par un juge, alors qu'en médiation, les décisions sont... Il n'y a pas une décision qui est imposée, c'est une décision qui a été prise par les parties. Le processus judiciaire est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux aussi, évidemment, en raison des honoraires d'avocat et les frais judiciaires. Et on comprend ici que quand qui dit processus judiciaire dit exaspération des conflits. Donc, on comprend que la communication ici, souvent, là, il n'y en a plus du tout. Puis, pas de collaboration non plus. Oui, les parties ont moins l'option de trouver un genre de consensus, puis qui sont vraiment plus formels. Formels, oui. Je reviendrai sur le concept de rapidité, puis Mila a tout à fait raison de mentionner que c'est un processus plus rapide. Cela dit, même en médiation, il faut respecter le rythme des personnes qui viennent nous rencontrer parce que c'est un processus qui peut être brusquant un peu pour l'une des deux. Donc, lorsque les gens m'appelaient, puis ils voulaient prendre un rendez-vous tout de suite, puis ils s'étaient parlé la veille du fait qu'ils se séparaient. Donc, oui, ça peut être rapide, mais il faut quand même respecter un certain rythme pour bien faire les choses. Donc, vous avez déjà donné quelques exemples tantôt, mais de quoi on discute là, justement dans une médiation familiale? Je peux y aller? Donc, en médiation familiale, on va discuter évidemment de toutes les questions qui touchent le droit familial, toutes les questions qui touchent, toutes les questions sujets à la séparation. Puis, on parle ici de séparation entre couples sans enfants ou avec enfants. Donc, on parle beaucoup des parents ici, mais ça peut très bien toucher... Les couples, en fait, qui vont en médiation peuvent très bien être des couples sans enfants. Puis, quand c'est le cas, souvent, on va parler ici de partage des biens, donc qui garde quoi, ou s'il y a une maison, par exemple, s'il y a une résidence familiale, puis dont on doit se partager la valeur de cette maison, donc on doit établir quelle est la valeur de la maison, puis qui va garder, qui va avoir combien, si on veut. Donc, le montant d'argent à remettre à chaque partie. Évidemment, sans contrevenir à l'ordre public. Exactement, toujours. Donc, on parle de la résidence, mais on peut parler aussi de tous les autres biens. Ça peut être les automobiles, ça peut être les meubles, ça peut être donc vraiment n'importe quel bien. Ça peut être les comptes bancaires aussi. C'est vraiment tous les biens. Donc, on parle vraiment de tous les biens qui doivent être partagés entre les parties, entre les ex-couples. On parle ici de pension alimentaire. On peut parler de pension alimentaire. Quand on parle de pension alimentaire, ça peut être
une pension alimentaire pour les enfants ou encore une pension alimentaire pour les ex-époux. Donc, on parle des 2 pensions alimentaires qui peuvent être abordées lors des séances de médiation. Lorsqu'on parle d'enfants, donc lorsqu'on parle des ex-couples avec enfants, on peut discuter, on l'a mentionné, pension alimentaire pour les enfants, mais on peut aussi, par exemple, revenir en médiation ou aller en médiation pour réviser une pension alimentaire. Donc, s'il y avait une pension alimentaire qui avait été ordonnée par la Cour, par exemple, au départ, les parents, 1 an plus tard, on va dire, pourraient, au lieu d'aller à la Cour, aller en médiation, négocier un réajustement de la pension alimentaire parce que un des parents a vu ses revenus diminuer ou augmenter, ou parce qu'entre-temps, entre le dernier jugement, il y a eu un changement de garde. OK. Donc, ils ont l'option d'aller en médiation. D'aller en médiation. Okay. Même s'ils ont eu un jugement, donc même s'il y a un jugement du tribunal au départ, ils pourraient choisir d'aller en médiation par la suite pour éviter de retourner. De refaire le processus judiciaire qui peut être long et coûteux, etc. etc. Okay, intéressant. Donc, la médiation, c'est possible à tout moment. Ça peut être avant ça peut être à la séparation, ça peut être après la séparation, puis ça peut être lorsque tout a été réglé, mais qu'on a des petites révisions à faire. Donc, on peut parler aussi, on a parlé de pension alimentaire, mais on peut parler aussi évidemment de temps parental. Donc, aujourd'hui, on parle de temps parental, non plus de temps de garde. Donc, le nouveau vocabulaire ici, c'est temps parental. Donc, ça peut être garde partagée ou garde exclusive, une fin de semaine sur 2. Donc, on peut, tous les scénarios sont permis en médiation. Okay. C'est vraiment, là, ça dépend des disponibilités des parents, de leur capacité parentale. Donc, il n'y a pas de limite à créer un calendrier parental. C'est un espace de créativité. Voilà. Ouais. Ce qui est très, très, très avantageux parce que si on va devant un juge, la créativité ici, il y en a très pas. Limité. C'est très limité. Ouais. C'est le juge qui décide en public. Ouais. C'est pas mal ça. D'ailleurs, est-ce que vous me permettez d'ajouter que la révision, puis c'était tout à fait juste ce que Mila mentionnait, le gouvernement rembourse 2 séances. 2 heures et demie. 2 heures et demie, Ouais. merci. Oh, wow. 2 heures et demie de médiation. En révision. En révision. Ouais. Exactement. Donc, puis ça s'applique même si vous aviez eu un jugement qui n'était pas en médiation initialement. Donc, même si vous n'aviez pas bénéficié de la médiation au départ, si 3 ans plus tard, vous avez votre jugement avec votre garde et la pension alimentaire, temps parental, pardon, et pension alimentaire, bien, à ce moment-là, vous pouvez quand même bénéficier du 2h30 qu'offre le gouvernement pour les médiateurs je ne savais accrédités. pas ça du tout. Oui. Il y a des heures gratuites, on va en parler un peu plus tard, mais il y a des heures gratuites qui peuvent être octroyées à des parties. Excellent. Maître Gratton, comment la médiation familiale prend-elle en compte les aspects psychologiques et psychosociaux de la séparation et du divorce? Oui, bien, j'ai fait mon cours de base en médiation familiale avec des travailleurs sociaux plutôt qu'avec des notaires et des avocats, parce que je voulais aller chercher des outils que je n'avais pas reçus dans ma formation de juriste. Je savais déjà comment calculer un patrimoine familial ou la différence entre les régimes matrimoniaux. J'avais besoin d'outils pour traiter avec des humains blessés dans un contexte de conflit. L'un des 2 principaux formateurs de ma formation, c'était M. Justin Lévesque, qui était travailleur social et professeur à l'Université de Montréal, qui est d'ailleurs un père de la médiation au Québec dans les années 80. Il est d'ailleurs devenu par la suite mon propre superviseur. C'était un homme d'une très grande sagesse, très humain et doté de... il avait beaucoup d'humanité, puis il m'a enseigné, entre autres, 2 choses qui m'ont vraiment guidée. La première est d'avoir la confiance des parties. Comme ça, si madame appelait pour prendre le rendez-vous, je demandais que monsieur rappelle lui-même pour le confirmer, de telle sorte qu'ils arrivaient sur un pied d'égalité à la rencontre. Ils n'avaient pas l'impression qu'il y avait un parti pris avant même de débuter les discussions.
c'est vraiment important de créer un climat de confiance et d'intimité propre aux échanges à venir. Deuxièmement, la souffrance nécessite du temps et la séparation est un deuil immense. Les gens qui viennent en médiation ne sont jamais à la même étape du deuil de la relation ou du deuil de la famille. Monsieur Lévesque disait que les gens devaient raconter, même si c'est vraiment déplaisant, qui avait laissé qui, comment et pourquoi, parce que ça aurait une influence sur la suite des choses. Puis le médiateur doit le comprendre, ça. C'est un exercice, je vous le jure, aussi pénible pour les clients que pour le médiateur, mais vraiment nécessaire. Ouais. Il fallait aussi s'assurer qu'aucun d'entre eux souhaitait poursuivre la relation. Vous imaginez faire une médiation entre deux personnes dont l'une souhaite une réconciliation. C'est vraiment lourd et triste. Puis, vous n'avez pas une pleine collaboration non plus. Bref, il m'arrivait de m'inventer un agenda plus chargé qu'il l'était réellement pour m'assurer que mes clients auraient un peu de temps pour se remettre de leur rencontre et donner le temps au temps de faire son œuvre. Je suggérais d'ailleurs à mes clients, lors de la prise du rendez-vous, de prendre congé, surtout après la première séance pour se remettre du stress. Je le sais qu'il y en a qui ne m'ont pas écouté. Puis, la séance suivante, ils l'avaient fait. Enfin, il nous avait partagé qu'une des plus belles choses qu'il avait entendues de ses clients à la fin d'une médiation, c'est qu'ils auraient pu faire l'entente eux-mêmes. Une fois qu'on met notre orgueil de médiateur de côté, puis c'est encore plus difficile pour les avocats et les notaires, médiateurs, on s'aperçoit que tout est là. Les gens devraient toujours sentir qu'ils ont eu un impact sur l'entente de médiation, que c'est le fruit de leur propre discussion et de leurs efforts. Ils vont être beaucoup plus enclins à la respecter. Ça fait d'ailleurs penser à mon cours de médiation que j'ai suivi la session passée. Ça ressemble beaucoup, même si ce n'était pas en situation familiale, c'était plus dans le corporatif. Mais ça ressemble beaucoup à la manière comment chaque partie ne devrait pas se sentir à l'avance de l'autre. Il fallait tous commencer à zéro, puis discuter, parler. C'était très important. Puis c'est aussi vraiment... surtout, j'imagine, en contexte familial, il y a quand même beaucoup d'émotions. Énormément, Oui. Donc, Ouais. d'avoir quelqu'un, justement, qui peuvent, malgré tous les conflits, capable de prendre les deux personnes puis les mettre sur un pied d'égalité, j'imagine que ça doit faire toute la différence pour la suite des choses. Le climat de confiance est l'outil principal Ouais. pour la réussite de la médiation. Il faut débuter avec ça, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est clair. Il faut prendre le temps, puis je sais que des fois, on a un horaire chargé, donc c'est plus facile de juste prendre le rendez-vous avec l'une des deux personnes, puis présumer que ça va aller pour l'autre, Ouais. mais prendre ce moment-là va faire toute la différence. 100%. En fait, je sais que Maître François, vous avez comparé un peu l'approche plus traditionnelle dans les tribunaux, la médiation. On a parlé aussi un peu de confidentialité. Donc, justement, ma question, comment la confidentialité est-elle assurée durant le processus de médiation familiale? Bien, tout d'abord, on va le répéter. On l'a répété à maintes reprises depuis le début. Les discussions en médiation restent toujours confidentielles et informelles, évidemment, mais toujours confidentielles. Donc, ça, c'est le principe clé de la médiation. C'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne, parce que tout reste confidentiel. Donc, les ex-partenaires, donc le couple, l'ex-couple plutôt, sont habituellement seuls avec le médiateur qui est neutre, qui est impartial. Donc, c'est partenaire 1, partenaire 2 avec le médiateur, la médiatrice. Donc, normalement, ils sont 3 dans une salle fermée. Encore une fois, les échanges restent confidentiels pour éviter qu'il y ait une autre voix, par exemple, qui pourrait influencer les parties. Donc, c'est très rare qu'on va
que le médiateur va accepter qu'un intervenant puisse assister à la médiation. Ou même, je sais qu'il y a des médiateurs, je ne sais pas si toi, dans ta pratique, tu l'as déjà fait, mais je sais qu'il y a des médiateurs qui acceptent, par exemple, que les enfants puissent assister à une séance ou deux. Je sais qu'il y en a d'autres qui évitent catégoriquement cette option, mais ça peut arriver, mais c'est très rare. Je ne l'ai pas fait personnellement. La seule chose que j'ai eue, la seule personne, le seul intervenant que j'ai eu, c'était un traducteur langage des signes. Ah, OK. Ouais. Donc, pas d'avocat, pas de quelqu'un, pas un Jamais. membre de la famille, non. c'est ça. Pas d'avocat. C'est juste le couple, l'ex-couple et le médiateur. ou la médiatrice. Je suis contente que ce soit l'avocate qui le dise. On n'est pas les bienvenus en médiation du tout. Donc, le médiateur ou la médiatrice ne peut pas répéter en cours ce qui a été dit. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, citer à comparaître un médiateur pour venir répéter ce qui a été dit ou ce qui a été raconté par l'autre partie. Ça, c'est impossible. Donc, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été échangé en médiation, tout ça reste confidentiel, même si ça n'a pas fonctionné. Donc, cette règle est respectée en tout temps, à moins que les ex-partenaires, évidemment, on l'a mentionné plus tôt, acceptent d'un commun accord de dévoiler le contenu d'une séance de médiation, ce qui est rare, je vous avouerai, mais ça pourrait arriver. Le médiateur, donc, il ne doit pas relever ni communiquer, ni transmettre aucun renseignement obtenu durant la médiation, et ce, à qui que ce soit. Autre, évidemment, que le conjoint qui était présent lors de la médiation. Donc, si je présume, les communications pendant la séance de médiation ne peuvent pas être utilisées comme élément de preuve si jamais ça n'achève pas comme on l'espère. Non. C'est ça. Exactement. À moins que ça ait été convenu entre les deux parties. Avec les le consentement. Le consentement. Bon, voilà. OK. Si vous me permettez, vous demandez, vous avez déjà mentionné, Maître François, c'est quoi les coûts de la médiation? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est coûteux? Et donc, vous avez mentionné déjà, il y a 2h30 qui sont financées par le gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres aides financières ou pas? On va le réitérer, c'est toujours moins cher que les frais d'honoraires d'avocat. Donc, mais par contre, il y a un coût, il y a un prix à payer, évidemment. Il y a deux types de coûts, deux types de frais. Donc, si le médiateur, la médiatrice participe au programme de médiation familiale qui est subventionné par le ministère de la Justice du Québec, les participants, donc le couple, pourrait bénéficier d'un certain nombre d'heures de médiation gratuite. Donc, si les participants sont des parents d'enfants mineurs, ou plutôt d'enfants à charge, ils ont droit à 5 heures gratuites pour commencer la médiation. S'ils n'ont pas d'enfants, donc si c'est un couple sans enfants, marié ou pas, c'est toujours marié ou pas, on parle ici de 3 heures gratuites. Et comme on l'a mentionné plus tôt, si c'est pour réviser un jugement ou pour réviser une pension alimentaire qui avait déjà été convenue préalablement dans un jugement, par exemple, ou en médiation, là, on parle de 2h30 gratuites. Donc, il y a quand même beaucoup d'heures qui sont offertes gratuitement, mais comme on l'a dit, la condition ici, c'est qu'il faut que le médiateur participe au programme de médiation familiale qui est subventionné par le ministère de la Justice du Québec. Après ces heures gratuites, c'est 130 $ de l'heure qui sont partagés entre les ex. Évidemment, il y a des frais extra qui peuvent être appliqués. Donc, si, par exemple, le couple décidait de faire homologuer l'entente qu'ils ont conclue pendant la médiation, donc, à ce moment-là, il y aurait des frais supplémentaires. Si le médiateur ne participe pas au programme de médiation familiale qui est mis en place par le ministère de la Justice du Québec, bien là, à ce moment-là, le médiateur a ses propres frais. Donc, c'est propre à chaque médiateur. Il n'y a pas vraiment de barème. Donc, le 130, c'est vraiment pour le programme. Exact. Puis, si on est hors programme, là, ça peut varier. Voilà, c'est un tarif selon le médiateur. C'est son tarif. OK.
OK. Mais j'imagine que ça reste moins cher qu'avoir un avocat. Oh oui, Mm-hmm. vraiment moins cher. Je voudrais mentionner que le médiateur est tenu de rédiger un résumé des ententes et ça sera aux frais du client, des clients en parts égales entre eux. Si ça n'entre pas dans le 5 heures qui nous est alloué en tant que... si on décide de bénéficier du programme. J'aimerais faire un petit... pas de l'éditorial, mais presque. Quand j'ai commencé en tant que médiatrice, c'était 110 de l'heure. OK. Ça a augmenté à 130 de l'heure l'été dernier. En 2023, 2023, novembre mon Dieu, 2023, ça je passe pense. vite. Je me sens vieille quand je dis ça. Donc, ça a augmenté à 130 de l'heure. Mais vous conviendrez que c'est pas nécessairement un tarif qui est en phase avec les tarifs de professionnels, particulièrement des notaires, des avocats, mais même des autres professionnels. Là, essayez de trouver un psychologue à 130 de l'heure. En tout cas, en Outaouais, vous n'en trouverez Non. pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Non. Donc, dans les dernières années, il y a eu une forme de désertion des médiateurs par rapport au programme. Donc, ça devient un petit peu plus difficile pour les gens de trouver un médiateur qui accepte de passer par le programme parce que toutes les heures en extra que vous ferez dans le mandat sont au tarif du programme. OK. Donc, tout Qui ce est que vous 130 allez de l'heure. actuellement. Donc, tout ce que vous allez faire va être à 130 de l'heure. Donc, ça fait un dossier qui est pas à la hauteur de votre plein travail, disons. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de désertion dans les dernières années et c'est un défi supplémentaire pour les parents. Cela dit, Mila avait tout à fait raison, ça revient quand même beaucoup moins cher de procéder par la médiation et c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. On a parlé, en fait, la base fondamentale de la médiation, c'est bien sûr l'entente, souvent là, des ex-conjoints ou de l'ex-couple en général, de vouloir trouver une entente. Mais j'imagine qu'il y a certaines personnes qui peuvent être réticentes à ça. Donc, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous approcheriez là, la médiation familiale aux gens qui sont réticents là, de se prêter au processus? C'est pour moi, celle-là. Premièrement, leur mentionner que c'est pas de la thérapie conjugale, parce qu'encore maintenant, il y a des gens pour penser que le médiateur est là pour faire une thérapie de couple. Loin s'en faut. Il faut remettre les pendules à l'heure et défaire les mythes. C'est sûr que ça arrive moins avec les notaires et les avocats médiateurs qu'avec les psychologues ou travailleurs sociaux médiateurs. Mais je vous jure qu'il y en a encore qui viennent dans les bureaux en pensant que c'est de la thérapie conjugale. J'ai pas envie de vous parler comme principal argument du coût total d'une séparation devant les tribunaux versus le coût d'une séparation en médiation. Premièrement, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est pas le plus important. Si c'est votre seule motivation pour faire de la médiation, je considère pas que vous le faites pour les bonnes raisons. Dans les faits, la médiation, c'est le plus beau cadeau que vous vous faites, surtout si vous êtes parent. Vous aurez le soutien du médiateur pour vous aider à dénouer les fils de communication et vous aurez une entente qui vous permettra de prévenir bien des conflits futurs parce qu'il va y en avoir d'autres, parce que Noël va revenir, parce que la semaine de relâche va revenir, parce que vous aurez fait garder vos enfants une fin de semaine sans avoir offert à l'autre l'opportunité de le faire, alors que vous n'avez pas pu dire dans le calme et le respect à quel point c'était important pour vous de prendre les enfants si vous n'êtes pas disponible ou si l'autre n'est pas disponible. Quel mécanisme décisionnel utiliserez-vous pour prendre des décisions? En établissant clairement les balises en cas de conflit, vous aurez un outil auquel vous référez. Et comme vous l'aurez construit ensemble, il sera plus facile de le comprendre et de le respecter. Parce qu'avoir une entente, c'est une chose, mais quand vous participez à sa construction, vous comprenez clairement les impacts et la portée de chaque décision.
Vous sortirez fiers de l'exercice, mais la cerise sur le gâteau, c'est que vos enfants seront les premiers reconnaissants de votre entente. Tous les parents ne sortent pas hop la vie de l'exercice, là. On ne se le cachera pas. Mais beaucoup d'entre eux ont été capables de garder des relations harmonieuses par la suite et de défaire l'escalade du conflit ou du moins de cesser de le nourrir. Je l'ai dit plus tôt, une séparation, ça génère de la souffrance, au moins chez l'une des deux personnes concernées. Et lorsqu'on est blessé, on peut vouloir se venger si on se sent incompris et humilié. Et de ce fait, mettre du sable dans l'engrenage du processus. Bien, la médiation rétablit un équilibre et je dirais même du respect envers eux-mêmes et envers l'autre. C'est un beau cadeau. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de perdant en médiation. On s'en sort tous gagnants. Je pense que oui. J'ai toujours eu comme approche de dire faut que vous sortiez d'ici gagnant-gagnant. Puis j'imagine que ça doit être un peu... peu importe l'entente qui a été trouvée, c'est de faire, j'imagine, parce que le médiateur est bien sûr là pour des techniques, puis vraiment s'assurer que les deux côtés s'entendent, mais j'imagine, après d'avoir en quelque sorte réglé le problème, ça doit être valorisant pour les deux personnes de comprendre qu'elles sont en quelque sorte capables de trouver des solutions autres que passer par le parcours traditionnel, puis peut-être même les encourager à soit refaire de la médiation dans le futur ou même essayer de régler ça vraiment là, entre eux, puis de leur faire reconnaître qu'ils ont le pouvoir de faire ça. Là. Est-ce que je digresse trop si je vous raconte ma première médiation? Ah, moi, je trouve que ça serait vraiment C'est intéressant. C'était ma première médiation et j'étais évidemment très nerveuse. Et c'était un couple. La première, ils se sont assis à l'opposé de la pièce, l'un et l'autre. C'était tendu, c'était difficile. Et puis, on pouvait voir sur leur visage qu'ils souffraient tous les deux. Puis, au fil des semaines, ils ont réussi à se parler, à s'entendre sur divers points. Puis, à la toute dernière rencontre, je leur ai remis leur résumé des ententes. Et puis, ils m'ont offert tous les deux, conjointement, une bouteille d'alcool. Et puis, ils m'ont remercié pour ce qu'on avait fait ensemble. Puis, comme j'avais de jeunes enfants, j'étais un peu pressée de quitter parce que je devais aller à la garderie. Donc, ils sont partis, j'ai fermé le bureau, je suis partie à la course vers le stationnement et ils étaient encore dans le stationnement en train de jaser dans la bonne humeur. Oh, wow! Et pour moi, c'est un moment fort dans ma vie, en fait, de voir qu'on peut partir de quelque chose qui semble sans espoir à quelque chose qui est plein de lumière et de beauté. Et je me rappelle de ce moment-là comme un moment très lumineux dans ma vie. Ben, c'est ça. On peut avoir des conflits d'adultes, puis on peut aussi régler les conflits comme des adultes. Voilà. Oh, c'est beau, ça. Je veux m'en rappeler. Donc, si vous me permettez, pour les étudiants qui aimeraient se lancer en tant que médiateur familial, quel est le processus pour devenir accrédité? Ben, Geneviève en a parlé un peu là, lorsqu'elle a expliqué son parcours. C'est quand même un parcours... je dirais que c'est quand même un processus qui est long, mais nécessaire, parce qu'on comprend qu'on veut des médiateurs, des médiatrices compétents. Donc, premièrement, pour les étudiants qui sont en droit civil, donc on parle ici des étudiants qui sont en droit civil ici. Oui. Hein? Donc, il faut être membre par la suite en règle du Barreau du Québec. Ou de la Chambre des notaires. Ou ça aussi. Depuis au moins 3 ans. Donc, on demande non seulement d'être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires, mais on demande aussi d'avoir une expérience de travail depuis au moins 3 ans. Par la suite, il faut commencer ou il faut entamer plutôt suivre une formation de base qui est d'une durée de 60 heures. Donc, c'est la formation que j'ai commencée, que j'ai faite, que j'ai complétée plutôt. Donc, elle est de 60 heures.
Ensuite, après avoir complété cette formation-là, il faut faire une demande d'accréditation avec engagement qui va permettre à l'étudiant qui veut être médiateur de pouvoir compléter 10 mandats supervisés. Donc, pour pouvoir compléter ces 10 mandats supervisés, l'étudiant en question doit se trouver un médiateur superviseur qui va le superviser pour un total de 10 heures de formation, de médiation. Une fois complété, le médiateur, donc l'étudiant, va devoir faire plutôt une formation complémentaire de 45 heures. Et après avoir fait cette formation de 45 heures, là, il va pouvoir faire sa demande d'accréditation définitive pour pouvoir pratiquer la belle profession qu'est la médiation. La belle profession qu'est la médiation. Je vais apporter mon grain de sel. L'accréditation doit se faire auprès de notre ordre professionnel. OK. Donc, c'est la Chambre des notaires qui m'a accrédité. Ça va être le Barreau du Québec qui va accréditer Mila. OK. Voilà. Je me demandais, les 10 mandats supervisés, est-ce que c'est 10 heures ou c'est 10 mandats? Je me demandais, là... 10 mandats de A à Z. OK, donc ça peut être un peu plus que 10 heures, là, vraiment, les 10 c'est pas en termes d'heures. Donc, OK. par exemple, un mandat qui va prendre seulement le 5 heures qui est remboursé par le gouvernement du Québec, ben ça compte pour un mandat. OK. Le mandat pourrait être de deux... il y a un résumé des ententes, il y a un mandat de compléter. OK, non, OK, parfait. Ah, je crois que c'est moi. C'est peut-être moi qui ai Non, fait une petite je me erreur. demandais J'ai dit vraiment, 10 heures, mais c'est 10 mandats. Ouais, OK. ouais. Puis, je me demandais juste par curiosité, une séance de médiation, normalement, j'imagine ça varie là, des ex-conjoints à d'autres, mais en moyenne, c'est combien de temps? La durée de la rencontre elle-même? Ouais. Ou Est-ce que c'est quelques heures? Est-ce que c'est souvent calculé? Ouais, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Hein. OK. Moi, j'essayais de garder ça à 1 heure. Des fois, je débordais un peu. Mais c'est très exigeant physiquement, et pour le médiateur et pour les gens qui sont présents, parce que c'est des sujets émotifs. Au-delà d'1 heure, 1 heure et demie, les gens ont besoin de... Ça tourne en rond. Ils ont besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Parce que c'est beaucoup d'écoute active, j'imagine. Exactement, de concentration. Vous pouvez pas lâcher la corde, là. OK. C'est beaucoup d'émotions à gérer dans une rencontre. Donc, Et 1 heure, c'est suffisant. Et même quand c'est pas émotif, parce que toutes les médiations, je vous rassure, il n'y a pas nécessairement de larmes, mais ça reste quand même un processus complexe qui demande vraiment beaucoup de concentration. OK. Maître Raton, vous êtes notaire, puis Maître François, vous êtes avocate, donc je me demandais, est-ce que vos différents titres apportent des perspectives différentes en médiation? Définitivement. on se taquine beaucoup là, entre avocats notaires. Là, Je suis vraiment curieuse de voir. Il y a vraiment une distinction à faire, mais il y a d'autres professions qui peuvent être médiateurs. Donc, il y a 6 professions au total qui peuvent obtenir le titre de médiateur. Donc, on parle des avocats, on parle des notaires comme Maître Graton, mais on parle aussi des travailleurs sociaux, des psychologues, des conseillers en orientation et les psychoéducateurs, qui sont tous membres de leur propre ordre professionnel. OK. Donc, tous ces professionnels-là peuvent devenir, s'ils le veulent, médiateurs, médiatrices. Donc, inévitablement, on comprend ici que selon l'expérience professionnelle, selon la formation de base du médiateur, il y a une influence sur le style de médiation qui va être abordé, ainsi que l'approche. Donc, on comprend qu'un médiateur qui est à la base un travailleur social n'aura pas du tout la même approche que moi qui est avocate ou encore que Geneviève qui est notaire. Nos 2 professions, ce qui pourrait être similaire entre moi qui est avocate et Geneviève qui est notaire, c'est que nos 2 professions maîtrisent évidemment les notions juridiques. Donc, on peut se servir de nos connaissances juridiques pour aider chaque partie et mener chacun des parties vers une entente profitable pour tous.
Donc, nos compétences juridiques aident beaucoup. Mais évidemment, pour ce qui est des compétences psychosociales, par exemple, ça, on a peut-être des lacunes. Des petites lacunes. C'est pour ça, d'ailleurs, que généralement, les notaires et les avocats doivent suivre une formation complémentaire qui est plus de nature psychosociale, alors que les autres professionnels que j'ai nommés tantôt doivent suivre la formation complémentaire qui est plus juridique. Donc, pour aller chercher ce qu'on n'a pas, si on veut. Ben moi, je suis d'accord, bien sûr, avec Milan, mais j'aimerais mentionner qu'historiquement, l'avocat est formé pour défendre les intérêts de son client. Cela dit, ça fait en sorte qu'il est excellent dans une autre forme de PRD, c'est la négociation. Donc, ça ne fait pas de lui un mauvais médiateur, mais c'est moins, je pense que c'est moins un réflexe chez l'avocat, alors que les notaires, même non accrédités, font constamment de la médiation dans leur dossier de vente entre les vendeurs, les acheteurs, les agents d'immeubles, les créanciers et tous les autres intervenants au dossier, ou encore dans un dossier de succession entre le liquidateur, les successibles, les intéressés, etc. Parce que le notaire, pour amener à bien un dossier, applique les principes de base de la médiation parce que, de facto, il ne faut pas oublier qu'il va perdre son dossier si ça dégénère en conflit. Alors, il est un peu plus forcé de faire de la médiation. Ouais, c'est vrai. C'est plus dans la nature du notaire. Définitivement. Okay. Ça, j'avoue. C'est vrai que les notaires ont beaucoup plus de dossiers conjoints, si on veut, que l'avocat. Donc, travailler un peu avec les deux bords, tandis que l'avocat, habituellement, on essaie de tirer notre bord de la couverture. Là. Exactement. Donc, c'est vrai que je vais vous le donner au notaire. T'es généreuse. Vous avez peut-être ce petit avantage que nous, on n'a pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand j'ai commencé en 2012, j'avais beaucoup de dossiers d'immobilier puis de succession derrière la cravate. Puis, ça m'a vraiment aidée quand même. J'avais pas l'impression de partir de zéro à ma première médiation. Excellent. Maître Gratton, comment les centres de justice de proximité, comme vous, où est-ce que vous travaillez, contribuent-ils à rendre le droit de la famille plus accessible? Est-ce que je lance la question à Maître François? Oui, je vais répondre à cette question parce que, justement, là, au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, c'est moi qui s'occupe principalement, je peux dire ça comme ça, des dossiers en droit de la famille. Donc, oui, vraiment, 98,9 au moins de mes dossiers, des dossiers ou des citoyens que je rencontre sont des citoyens qui ont des problématiques en droit de la famille. Donc, oui, je pourrais dire qu'évidemment, le centre travaille très, très fort à rendre le droit de la famille beaucoup plus accessible. On a vu au courant des dernières années, et surtout, je dirais, au courant des dernières années, mais surtout depuis 2020, on parle ici de la pandémie, une augmentation très significative des personnes qui se représentent seules en droit de la famille. Les personnes qui se représentent seules en droit de la famille, ce que ça veut dire ici, c'est que ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas étudié en droit, ils ne sont pas des avocats. Donc, évidemment, toute la procédure, toutes les représentations, ils n'y s'y connaissent pas du tout. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on est ici. Donc, quand ils viennent nous voir, quand ils viennent me voir au centre, ils viennent avec leur dossier. J'ai reçu cette procédure, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent pour aller voir un avocat ou j'ai déjà vu un avocat parce que j'ai eu un jugement initial. Là, on retourne à la cour. Je ne veux plus aller à la cour avec un avocat. Je veux me représenter seule. Qu'est-ce que je fais? Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on vient à leur aide. On leur montre, par exemple, les procédures légales qu'ils doivent compléter. On leur montre comment le compléter. On ne leur dit pas comment le compléter parce que ça deviendrait de la vie juridique. Mais on leur explique la raison ou la raison d'être de la procédure légale.
On vulgarise aussi les procédures en question. On explique la loi qui s'applique à la situation de la personne qui vient nous voir, qui nous demande de l'information juridique. Et à part, on a une clinique mobile pour venir en aide aux personnes victimes, aux femmes victimes de violences conjugales. Donc, avec ces femmes principalement, on les prépare, si on veut, à se présenter à la cour. On leur explique la loi, on leur explique quelles sont les démarches qui les attendent et comment elles doivent se préparer pour se défendre contre l'ex-conjoint qui est violent. Et aussi, on a des gens qui arrivent, je veux me séparer, qu'est-ce que je fais? Mm-hmm. Donc, on leur parle de médiation familiale. Oui, ça ouvre la porte. Évidemment. C'est sûr qu'on parle beaucoup de médiation. On vend beaucoup la médiation. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui l'accepte. Puis ça, c'est correct. Il y a des conflits qui sont beaucoup trop avancés, importants pour aller en médiation. Mais c'est clair que c'est un mode de règlement qu'on met beaucoup de l'avant au centre de justice. Vraiment plus accessible. Ouais. Surtout avec le système très qui occupé, déborde. Qui déborde en ce moment. Qui va déborder pendant un petit bout aussi. Ouais. J'aurais une dernière question pour vous. Je crois que plusieurs étudiants et étudiantes sont curieux et curieuses de savoir. Donc, quel conseil donneriez-vous à un juriste qui souhaite devenir médiateur? Bien, je répondrais à celle-là. Je dirais d'être patient, de se donner la chance d'avoir un peu de vécu et d'acquérir de l'expérience dans votre domaine de pratique. Ça fait une meilleure assise. Je dirais aussi d'être solide dans notre tête pour être en mesure d'accompagner, comme ils le méritent, des gens qui ont besoin de se sentir soutenus dans une période difficile. Ça vaut la peine, je vous le jure, que lorsqu'on arrive à une entente de médiation, on ressent un sentiment d'euphorie, d'avoir eu un impact positif dans la vie de gens qui nous étaient totalement inconnus quelques semaines auparavant. Donc, prenez votre temps. As-tu quelque chose à ajouter à ça, Mila? C'est bien dit. Moi, je dirais vraiment, comme Geneviève l'a dit, qu'il faut être patient. Il faut aimer son métier, il faut aimer les gens, surtout. Ça, je pense que c'est primordial. Il faut vraiment être humain, mettre de l'avant notre humanité, de comprendre que les personnes qui sont devant nous, c'est vraiment des personnes qui étaient ensemble, qui ne le sont plus, puis qui veulent savoir comment faire pour que ça se passe le mieux pour eux. Et pour leurs enfants. Et pour leurs enfants, s'il y en a. Et pour les étudiants, peut-être, qui nous écoutent maintenant et se demandent, pendant l'été, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce qu'ils peuvent acquérir quelques expériences, peut-être opportunités bénévolat ou... Je te laisse la parole, Geneviève. Je m'en doutais. Mais c'est sûr que plus vous allez chercher de l'expérience à titre de bénévole, il y a les centres de justice, il y a la clinique de droit notarial à l'université qui est affiliée avec l'Université d'Ottawa, la clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais, ou si la médiation est quelque chose qui vous intéresse, d'essayer d'aller rencontrer un médiateur familial, peut-être lui demander d'avoir une discussion avec lui ou elle pour mieux comprendre le métier de médiateur. Mais c'est sûr que j'invite toujours tous les étudiants à aller acquérir de l'expérience pendant leur licence et ne pas attendre à la fin de leur licence pour aller acquérir un peu de compréhension du milieu juridique. Et évidemment, réécouter le balado en boucle. En boucle. Pour bien comprendre la médiation. Écoutez, Maître Gratton, Maître François, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. C'est très, très apprécié au nom de toute la faculté. Justement, merci beaucoup de vous être déplacés. Je pense que ça a vraiment éclairci certaines questions, puis à quel point la médiation peut vraiment avoir un impact pour les individus qui passent par là, puis l'accès à la justice aussi notamment.
OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci.